Nous avons organisé cette journée, cette demi-journée plutôt, sur la presse face aux nouvelles technologies. C'est un phénomène que vous pouvez constater chaque jour. La presse devient très différente de ce que certains, comme moi, l'ont connue. Elle est obligée d'ailleurs de devenir différente. Et c'est pour cette raison que nous avons organisé cette rencontre. Alors, je voudrais tout d'abord dire que nous sommes très heureux d'avoir la présence aujourd'hui de M. Guy Barral, qui est adjoint au maire et qui est un fidèle de l'Académie. Et je vais lui passer la parole pour quelques instants avant l'ouverture donc des travaux. M. Barral. Oui, alors quelques très brefs instants, puisque c'est pas moi qui suis destiné à parler, ce sont nos orateurs. Voilà. Donc, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs, voilà. Donc, ma présence ici, au nom de Philippe Sorel, le maire et président de l'agglomération, est destinée à saluer une initiative qui prouve, alors, j'ai écrit un texte justement pour ne pas dépasser le temps qui était prévu. Il y avait 10 minutes pour toutes les autorités et les présentations. Je me suis dit, ça m'octroie 1 minute, donc je ne vais pas dépasser. Voilà. Voilà, ce que nous voulons, c'est saluer une initiative qui prouve que la véritable éternité, c'est d'être à la pointe du présent. C'est ce que fait presque votre presque éternelle académie, en vous invitant à réfléchir sur le changement profond que la révolution numérique apporte à tous les systèmes d'information. C'est une inquiétude, c'est aussi quelque chose sur lequel on peut se rassurer, en pensant que cette révolution n'est pas là pour changer l'humanité, mais parce que l'humanité a changé elle-même, parce que l'humanité est avancée, et que c'est elle qui, ces nouvelles technologies, les a créées à ce moment-là, maintenant, parce qu'elle en avait besoin. Quand on a vu, par exemple, on sait que les technologies, on sait que les Romains avaient tout pour inventer l'imprimerie. Ils avaient les caractères mobiles, ils avaient les lettres, ils s'en servaient sur leurs amphores. Ils n'ont pas eu besoin d'inventer l'imprimerie, ils n'ont pas vu à quoi ça servait. Milieu du XVe siècle, on a eu besoin de l'imprimerie, on l'a inventée. Donc là, on peut penser qu'effectivement, c'est pas quelque chose qui est destiné à bouleverser l'humanité, à bouleverser la société, mais c'est quelque chose qui est secrété par cette humanité, effectivement parce qu'elle en a besoin. Et ça, c'est quelque chose qui rejoint l'humanisme. L'humanisme, c'est croire que l'homme a son destin en main et qu'il a les moyens de choisir son destin et de réaliser son destin. Ces moyens, il se les donne. C'est ça, effectivement, ces nouvelles technologies. Alors, ça peut être effectivement inquiétant. Je ne sais pas du tout la tonalité des gens qui vont intervenir beaucoup plus sérieusement que moi. Ensuite, bon, je pense qu'il y a certaines inquiétudes, mais je pense qu'il y a quand même toute une sérénité à avoir face à ces nouvelles technologies. Et ici, nous sommes à l'Académie des sciences et des lettres, vous êtes des scientifiques, vous êtes des chercheurs. Un chercheur, c'est quelqu'un qui avance, qui parie sur l'avenir. C'est pas quelqu'un qui regrette à un moment donné d'avoir trouvé une vérité. C'est quelqu'un qui va se dire que cette trouvaille, il faut l'organiser, il faut l'utiliser, il faut l'inclure dans la société, dans la conscience des gens. C'est ça. Hein. Donc, mon message est très optimiste là-dessus. Peut-être trop, diront nos intervenants, mais je m'y tiens quand même. Voilà. C'est sur cet urbanisme que je veux vous remercier de m'avoir invité. Merci. Je vous remercie, monsieur le maire. Et au fond, c'est une belle leçon d'optimisme que vous nous donnez. Mais cette idée, aujourd'hui, de la presse face aux nouvelles technologies, contrairement à ce qui était mon métier, ce n'est pas moi qui l'ai eu.
Ce n'est pas moi qui l'ai vu, c'est notre confrère, le recteur Michel Guéraud, qui m'a dit tiens, puisqu'il nous faut organiser un mini-colloque ou une rencontre, parce que mini, c'est un peu dépréciatif, donc, et il m'a dit j'ai une idée qui m'intéresse, c'est ça, la presse face aux nouvelles technologies. Alors comment cette idée est-elle née? Michel Guéraud va nous le dire. Si, Michel? Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames et Messieurs et chers confrères, je vous présente rapidement, en quelques minutes rapides, cette brève intervention une petite introduction pour vous expliquer comment on a choisi le thème de cette rencontre, puisque l'Académie organise des rencontres qui ne sont pas des colloques, mais qui s'intercalent entre les colloques tous les 2 ans. Bien, le sujet que l'Académie a choisi cette année pour sa rencontre bisannuelle, donc c'est la presse face aux nouvelles technologies. Ce sujet a été choisi parce que notre président est un ancien journaliste, ça va de soi, mais aussi parce que l'actualité nous y a conduit. L'idée première a été de s'interroger sur la presse et sur les émotions qu'elle suscite. C'était dans la suite de l'émotion mondiale soulevée par la publication de la photographie d'un jeune enfant du Proche-Orient, parti sur une embarcation de migrants et mort noyé face contre le sable d'une plage de la Méditerranée. Et c'était aussi après l'émotion soulevée, vous le pensez bien, par les attentats de Paris, émotion alimentée par les photographies et par les interviews des rescapés sur le site même de la catastrophe. Alors le sujet que nous avons finalement retenu s'est un peu transformé. Comment ces photos, comment ces réactions sont-elles nées et puis se sont largement diffusées? La réponse était inévitable, le téléphone portable, à la fois appareil de photo et micro-ordinateur, qui met en relation des dizaines de milliers de personnes entre elles, a été l'instrument d'une aussi large diffusion. C'était donc reconnaître que l'émotion était instrumentalisée et que notre questionnement était plus large que nous ne l'avions prévu. C'est celui donc des mutations technologiques qui frappent l'information. Le développement d'Internet a changé la donne et il a ouvert un accès instantané à l'information et transformé le public en créateur d'événements. Ces nouvelles technologies posent des problèmes et suscitent des dangers et des craintes. Il faudra que dans le courant de l'après-midi, bien sûr, nous les explicitions. Concernant les réseaux sociaux, en particulier, Le Monde du 3 novembre a consacré une double page à leurs effets pervers. Dans ce panorama, il me semble que le métier du journaliste est mis en cause. Sa responsabilité est grande dans la sélection de l'information et dans sa hiérarchisation sans céder aux scoops, aux coups de com' et aux petites phrases, car ces nouvelles technologies mettent, il me semble, sur le même plan l'attentat terroriste et le lancement des soldes. Ce n'est pas la première fois dans notre histoire que des techniques nouvelles posent des questions en matière de transmission des connaissances et des informations. M. Barral y a fait une brève allusion. Sans savoir ce que j'allais dire, nous ne nous sommes pas consultés. Lorsque j'enseignais la civilisation romaine, je disais à mes étudiants qui commençaient à venir au cours avec leur ordinateur que notre époque ressemblait à celle entre le IIe et le IVe siècle,
où le rouleau de papyrus a été remplacé par le codex en parchemin. Les bibliothèques de nos lointains ancêtres étaient bien difficiles à organiser du coup. Il fallait concilier des rouleaux allongés sur des étagères ou dressés dans des étuis avec des livres épais posés droits dont il fallait tourner les pages. Dans un codex, il faut s'en souvenir, il y avait la matière d'une grosse dizaine de rouleaux de papyrus. On changeait tout de suite, vous voyez, d'échelle. Alors c'était une cohabitation un peu de ce type que nous vivons entre, d'une part, nos livres et nos journaux papier, d'un côté, nos téléphones et nos ordinateurs, d'un autre côté. Il y a bien sûr des différences entre ces époques. La première, c'est qu'on mettait rarement en doute ce qu'on lisait dans l'Antiquité. Ce n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et la différence, c'est aussi que, si je peux le dire en plaisantant, mais ça n'est pas une simple plaisanterie, c'est que nous, nos pages et nos écrans, nous ne les tournons pas comme on le faisait dans l'Antiquité, mais c'est une souris qui les tourne pour nous. Je vous remercie et je vais rendre la parole au président Balp pour que, d'abord, lui-même parle. Je lui passe la parole en tant que président, mais je crois qu'il doit nous parler aussi de la TV régionale. Oui, merci beaucoup Michel pour cet éclairage. Merci. Voilà, afin de mesurer le bond technologique des moyens de communication et ses conséquences sur l'information et les médias, avec cette accélération dont on a parlé de plus en plus rapide jusqu'à la situation que nous vivons aujourd'hui, je vais vous inviter à jeter un regard en arrière et vous parler d'un temps que les moins de 50 ans n'ont pas pu connaître. Quant aux autres, ceux qui sont plus âgés, ce n'est peut-être pas non plus un souvenir pour eux. Le 5 mai 1965, à 19h15 exactement, retentissait pour la première fois, dans un petit nombre de foyers, de villes et de villages entre le Rhône et les Pyrénées, un air du folklore occitan, Cante cousted ou tous escloches. Rassurez-vous, je ne vais pas vous le chanter. Je traduis pour ceux qui ne comprennent pas, mais M. Barral a compris. Combien te coûtèrent tes sabots? C'était le générique de la télévision régionale du Languedoc-Roussillon. On en percevait quelques échos par les fenêtres entrouvertes sur la douceur printanière, et cet identifiant musical, enregistré et arrangé à Paris, il faut bien le dire, nous avait été imposé par la direction nationale de l'ORTF, un office créé en juillet de l'année précédente. Et si pour les Languedociens cette musique pouvait évoquer le terroir, elle ne devait pas signifier grand-chose pour les Roussillonnais, c'est-à-dire les Catalans du Nord. La création de la télévision de Montpellier-Languedoc-Roussillon, ainsi que d'autres sur le territoire, était la conséquence directe de la mise en place je salue M. Éric Scherer qui rentre. Nous pouvons l'applaudir d'ailleurs parce qu'il vient de Paris. Merci. Merci. Donc, vous pourrez l'écouter tout à l'heure et je pense que c'est quelqu'un de très intéressant car il connaît ces choses, il essaie de les prévoir et donc nous l'entendrons en fin de séance. Donc la création de la télévision de Montpellier-Languedoc-Roussillon ainsi que d'autres sur le territoire était la conséquence directe de la mise en place en 1963 de 21 régions administratives. Et il fallait donner au public un sentiment d'appartenance à un même territoire, ce qui jusque-là n'apparaissait pas comme une évidence. À une époque où les mouvements de population étaient moins importants qu'aujourd'hui, où l'on entendait encore parler catalan dans les rues de Perpignan et un peu occitan à Montpellier, quoi de mieux pour essayer de constituer une certaine cohésion qu'un rendez-vous quotidien qui pourrait intéresser le public aux petits ou grands événements susceptibles de survenir sur ce nouvel espace administratif qui, il faut bien le dire, était constitué de deux cultures très différentes. J'ai parlé du petit nombre de foyers qui recevaient l'émission.
En effet, les antennes étaient orientées sur Toulouse et sur Marseille, et il allait nous falloir un certain temps, beaucoup d'incitations, de bonne volonté aussi pour les téléspectateurs afin qu'ils les tournent vers les nouveaux émetteurs. Cette nouvelle structure télévisuelle, ainsi que toutes celles créées ailleurs en France pour donner la conscience d'une certaine appartenance régionale, dans un découpage qui était sensiblement le même que celui que nous connaissions encore il y a quelques mois, cette nouvelle structure était appelée CAT, Centre d'actualité télévisée. Le CAT de Montpellier était rattaché à Toulouse dans un grand ensemble audiovisuel qui correspondait exactement à ce qui est aujourd'hui la nouvelle région Occitanie. Comme quoi. Cela dit, à l'époque, en 1965, la matière de l'information régionale était un peu différente, dans la mesure où, surtout sur le plan politique, il n'était pas question d'organiser des débats. Nous ne disposions que d'un quart d'heure à 20 minutes par jour. Et autant que je me souvienne, même au plan national, il y avait surtout des déclarations, des interviews. Donc nous allions essentiellement nous consacrer aux faits divers et surtout exprimer la région profonde avec des documents qui maintenant ont pour certains une valeur ethnologique. À Montpellier, la majorité du personnel technique venu d'ailleurs avait déjà une certaine expérience. Quant aux journalistes, au tout début, ils étaient issus, comme je l'étais, de la rédaction d'une radio du lieu, et ils allaient devoir s'adapter à une nouvelle technologie. Une nouvelle technologie qui, vue d'ici, pourrait faire sourire. Une sorte d'âge de pierre de l'audiovisuel. La télévision, reçue en images électroniques, au niveau des postes profonds à tubes cathodiques, sauf cette télévision, donc, était tournée en film 16 mm. Donc, une télévision qui était tributaire des techniques du cinéma, et en arrivant du tournage, il fallait un certain temps pour développer la pellicule, pendant que le son des magnétophones était reporté sur des bandes magnétiques en 16 mm, avant de procéder au montage, et ceux qui, parmi vous, peut-être y en a-t-il encore, parmi les plus anciens, ont pratiqué en amateur ce type de montage de film, savent combien il est peu adapté à une information rapide. Au tout début, il fallait gratter les deux extrémités du film avec une lame de rasoir, les encoller au pinceau avant de les joindre à la presse, 2 fois pour chaque plan. Imaginez le stress quand vous êtes dans la tension horaire, si bien que j'ai coutume de dire que la première grande révolution technologique que j'ai connue était l'invention du scotch. Une fois tous les reportages montés, ils étaient collés bout à bout, une bobine pour l'image, l'autre pour le son, et chargés sur un télécinéma avec des points de synchronisation en cas de glissement pour qu'il n'y ait pas ce décalage absolument insupportable entre l'image et le son. Alors qu'est-ce que le télécinéma? C'était un appareil de projection qui permettait, par une sorte de bricolage, de transformer l'image film en image télévisuelle. À une dizaine de centimètres de l'objectif, une petite caméra électronique recevait le faisceau de projection et évidemment nous étions assez éloignés de la HD, de la haute définition. Pour nous c'était plutôt la SD, le système D. Mais enfin ça fonctionnait, plus ou moins bien mais ça fonctionnait. Chaque soir c'était la course contre la montre qui précédait une autre gestion du temps à quelques secondes près car les 21 stations venaient s'insérer dans l'émission nationale de l'ORTF, qui n'avait qu'une chaîne à ce moment-là. Un journal télévisé, vous savez, ça n'a pas trop changé dans la Constitution. Toujours aujourd'hui, c'est constitué par une alternance de direct de plateau pour le présentateur et des reportages dont, en principe, la durée ne peut être modifiée. Lorsqu'une information nouvelle nous parvenait et que, pour des questions de temps, nous devions supprimer un sujet intemporel qui pourrait être diffusé le lendemain, il fallait dérouler en vrac les bandes d'images et sons dans un bac, réajuster la synchronisation pendant un court plateau tout en poursuivant la gestion du temps à 10 secondes près. Cela tenait de la compétition, souvent de la gageure. C'était épuisant nerveusement, surtout en fin de journée. Et ce fut le cas jusqu'au milieu des années 70, où la télévision trouvait enfin, avec la bande magnétique pour le tournage, le montage et la diffusion, un support adapté à son monde de réception. Ce progrès
attendu depuis longtemps, fut baptisé alors d'un nom pour le moins étonnant, de journalisme électronique. Une alliance de mots qui préfigurait peut-être déjà cette influence, pour ne pas dire cette dictature qu'allait avoir la technologie sur une profession qui pendant longtemps n'en espérait que des avantages. Notre ambition à l'époque, raccourcir le temps entre l'événement et sa diffusion sur l'antenne. Aujourd'hui, dans le monde de certains médias, nous sommes souvent en temps réel pour une circulation de l'information dont le ton a changé aussi par sa brutalité. Nous ne sommes plus dans le flux qui va de l'émetteur au récepteur, nous sommes dans celui de la réactivité immédiate, le monde de la réplique et de la balle au bond. Et parmi les utilisateurs qui peuvent devenir acteurs, certains se disent choqués, d'autres s'adaptent comme toujours et vont même beaucoup plus loin, parfois au mépris du ridicule, de la bienséance et de la plus élémentaire des courtoisies. Ils ne reculent plus devant l'insulte, bref, ils adoptent un langage qui n'a aucun rapport avec leur éducation et tout ce qui les fonde. Seul avantage de ce remue-ménage, souvent épidermique, plus grand-chose ne peut rester caché. Et si, pour les médias, c'est un nouveau grain à moudre, cela nécessite aussi une totale remise en question de leur mode de fonctionnement par la dissolution des limites de leur précaré. Ils débordent les uns sur les autres, il leur faut donc créer des alliances nouvelles. Dernier exemple, tout récent, c'est celui de l'association du Midi Libre avec TV Sud. Des médias autrefois très différents sont obligés de se rapprocher, se font l'écho des uns des autres, tout en ayant la nécessité d'une présence sur le net qui implique une servitude nouvelle, celle d'une mise à jour permanente, où même les hebdomadaires réagissent au quotidien en temps réel. Sur ces questions, des professionnels donc, et pas des moindres, ont accepté de venir apporter leur témoignage au cours de cette rencontre. Nous les en remercions, et c'est notre président de la section des lettres, Serge Passeron, qui nous présente les premiers intervenants. Merci.